Bonjour, bon après-midi, bonne soirée, où que vous soyez. Vous êtes bienvenue à notre webinaire sur les stratégies ciblées pour les campagnes de vaccination contre la rougeole et la rubéole. Nous allons partager les lignes directives de l'OMS et nous allons avoir des conversations sur au cours de cette session. On va vous donner encore une petite minute pour que d'autres collègues nous rejoignent. Pendant que vous faites ça, je vais me présenter. Je m'appelle Onyovo Efe Aluta. Je travaille au siège de l'OMS sur la rougeole et la rubéole. Je vais faciliter cette session et en travaillant avec d'autres collègues de diverses régions et de divers pays également. Nous allons passer à l'ordre du jour. Je vais juste rapidement vous montrer qu'ici, nous allons faire des introductions. Je vais donner quelques règles. Ma collègue va faire ça. Ensuite, nous allons donner une vue d'ensemble des lignes directives intérim pour les stratégies ciblées des campagnes de vaccination contre la rougeole et la rubéole. Ce sera par Dantosh Santosh Gurung. Ensuite, nous aurons l'opportunité de poser des petites questions qui vont apparaître. Alors, on vous encourage vraiment à participer. On veut entendre ce que vous pensez. Donc, n'hésitez pas à utiliser l'icône questions et réponses pour partager vos pensées alors que nous progressons dans ce webinaire. Nous avons une session très intéressante. Niveau, vous êtes de retour? Oui, je suis là, désolée. Donc, je voudrais maintenant inviter ma collègue Gigi à nous parler des règles du webinaire aujourd'hui. C'est à vous, Gigi. Oui, alors d'abord, bienvenue tout le monde à cette session webinaire. Merci de votre participation. Ce webinaire est accueilli en collaboration avec l'OMS et TechNet 21. Quelques petites règles de l'ordre du jour. Veuillez noter que ce webinaire est enregistré et que nous allons partager les liens avec vous, les liens vers la vidéo ainsi que les diapositives directement par email. N'hésitez pas à vous présenter dans le chat. Dites-nous votre nom, votre organisation, d'où vous parlez. Vous pouvez également utiliser le chat si vous avez besoin d'assistance technique. Et il y aura des services d'interprétation de l'anglais au français pour cette session. Afin de choisir l'interprétation en français, vous pouvez cliquer sur l'icône globe en bas de votre fenêtre Zoom et sélectionner Français. Si vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas à utiliser les questions et réponses qui sont disponibles en bas de votre fenêtre Zoom. N'hésitez pas à poser vos questions à tout moment et le présentateur va y répondre après la présentation. Et enfin, pendant la session de discussion, n'hésitez pas à lever la main pour avoir une opportunité de partager vos commentaires ou vos questions. Nous espérons que vous allez profiter de cette session et maintenant, je redonne la parole à Onyovo. Merci Gigi, merci tout le monde. N'hésitez pas à vous présenter dans la section commentaires. Nous sommes ravis que vous soyez là aujourd'hui. Je vais inviter mon collègue Santosh Goru de Version Jointe à vous donner une vue d'ensemble des lignes directives et n'hésitez pas à partager vos questions. Santosh, c'est à vous. Merci. Je vais juste m'assurer que vous voyez bien mon écran, la dernière diapositive. Oui. Merci à vous deux. Donc, je suis docteur Santosh Goran. Je travaille avec l'OMS au siège à Genève en tant qu'agent technique sur la rubéole et la rougeole. Je vais juste vous donner une petite vue d'ensemble sur les lignes directives qui ont été publiées plus tôt et voir un petit peu ce que nous avons en termes de stratégie pour de stratégie ciblée contre la rougeole et la rubéole. Donc, juste en termes de vue d'ensemble, hein, je vais vous donner un petit peu les objectifs de ces lignes directives et ensuite je vais parler de contexte. J'ai quelques diapositives à partager avec vous après le webinaire, mais je vais parler de divers concepts, de ce qu'on appelle stratégie ciblée, par exemple.
Et ensuite, on parlera de quelques étapes, voir ce que vous pouvez faire au niveau de la prise de décision dans votre pays, au niveau des stratégies ciblées contre la rougeole, la rubéole. Je vais parler de 4 étapes, en termes de décision, de comment approcher la campagne, comment cibler les âges, comment cibler certains groupes de personnes et parler de stratégies sélectionnées. Donc cette première diapositive, l'objectif, c'est vraiment de soutenir les prises de décision au niveau stratégique, mais également les partenaires au niveau mondial, les partenaires au niveau de la planification. Donc, comment planifier ces campagnes de vaccination stratégique? On aura la prochaine d'ici 1 an ou 2. Ces lignes directives, vous avez dû voir déjà, vous avez déjà vu le lien sur le côté, et le graphique à droite. C'est vraiment pour, compléter, les lignes directives qui ont déjà été, sorties. Ça parle des ressources, en particulier dans un contexte de contrainte. C'est dans un contexte de 9 mois à 5 ans ou est-ce que c'est une, campagne qui est au niveau national ou non national? Ce sont vraiment des ressources sur les campagnes de prévention en général, mais ça contribue à certains aspects au niveau des réponses et ça couvre, l'intensification de l'immunisation. Donc ce concept sur, les campagnes, ciblées et stratégiques. Nous en avons beaucoup parlé avec des partenaires, avec des points focaux au niveau des pays. Donc, nous avons eu beaucoup de conversations pays sur donc les campagnes ciblées, en particulier en ce qui concerne la rougeole. On a parlé de l'âge. Donc, plutôt que de dire de 9 mois à 59 mois, qui est l'âge par défaut, on a parlé jusqu'à 5 ans. Comment on fait pour cibler cet âge? Comment est-ce qu'on fait pour cibler au niveau géographique? Quand plutôt que de viser au niveau national, comment est-ce qu'on fait pour avoir une approche, infranationale? Ensuite, on a parlé de certains domaines, certains groupes de personnes qui sont à haut risque, comment est-ce qu'on les inclut dans cette approche ciblée? Et le deuxième aspect de ma présentation dont je parle de la sélection, par tous les moyens, c'est quand on vaccine seulement les personnes qui sont éligibles et qui ont manqué des doses rougeole ou rubéole. Et je vais parler un petit peu en termes de quel est le point de sélection, quelle est la stratégie, l'approche de sélection de stratégie. Parlerai un petit peu plus des détails, mais pour vous donner les 4 étapes, vous avez donc le renversement de la campagne ou de l'immunisation de routine. Donc, est-ce qu'une campagne est nécessaire? C'est la première question à laquelle il faut répondre. Une fois que vous êtes clair sur ce sujet, est-ce qu'on a besoin d'une campagne contre la rougeole, la rubéole? C'est quel groupe d'âge doit être inclus dans la campagne? Ensuite, on parle de la géographie, quel groupe de personnes? Et enfin, de l'approche sélective. Cette diapositive est très détaillée, mais sur la suivante, je vais aller un petit peu plus en profondeur. Nous avons un fantastique groupe de présentateurs aujourd'hui, d'ailleurs, qui va vraiment, s'assurer que ce soit plus réaliste en donnant des exemples, pays. Nous allons voir des exemples pays d'Inde, du Rwanda, des régions africaines, mais également d'un point de vue, maladie, on va expliquer ce qu'on veut dire par une stratégie sélective et ciblée. Donc l'étape 1, je pense que si on identifie qu'une campagne est nécessaire dans le pays, c'est vraiment le point central et il faut vraiment, hem voir ça au niveau national et infranational. Il y a différents points de données dans le pays et c'est très important, disons, d'avoir toutes les données au même endroit et de les utiliser au mieux en termes de prise de décision, pour voir quelle approche fonctionne mieux pour les stratégies ciblées. Donc, vous avez des sources comme la couverture vaccinale par groupe d'âge, vous avez sur des données de surveillance de la rougeole,
Ça dépend du pays, parfois c'est par mois. Vous avez le profil d'immunité, dont je vais parler un petit peu plus en détail. Vous avez les schémas de migration, les données démographiques. Certains pays ont différents aspects. Euh, Vous avez une évaluation des programmes locaux et d'à quel point les points sont prêts à délivrer le vaccin, la qualité des informations. Si c'est un contexte fragile, ce sont des choses qui sont prises en compte également par différents partenaires dans le pays. Il faut vraiment rassembler toutes les données. L'étape suivante, c'est vraiment l'étape où nous avons le point de données et on détermine la gamme d'âge pour la campagne de vaccination. Et je pense que c'est la gamme d'âge, c'est vraiment la première décision à prendre pour une campagne de vaccination. Et c'est de ça dont on va parler quand on parle d'avoir une, un groupe d'âge qui est continu. Donc, par exemple, de 9 mois à 10 ans, de 9 mois à 7 ans. Dans les lignes directives, on parle déjà de diverses ressources qui sont utiles pour parler de la sélection de groupes d'âge optimal. Donc, la première, c'est quand est-ce que vous avez fait quand est-ce que c'est la dernière campagne de vaccination? Donc, rappeler l'année et se souvenir de toutes les naissances depuis cette année. Ensuite, l'admissibilité à la campagne en se basant sur l'année de naissance, la meilleure pratique pour inclure les plus jeunes, les personnes qui n'ont pas pu être vaccinées pendant la dernière campagne. Deuxième aspect, c'est vraiment sur les lacunes au niveau immunitaire, au niveau infranational. Il faut vraiment trianguler les données que nous avons, en particulier dans certaines zones géographiques. Il y a des considérations particulières à prendre en compte quand on détermine la gamme d'âge au niveau infranational, parce que c'est à ce point-là qu'il y a souvent des problèmes au niveau de la fiabilité des données. Par exemple, il y a des surestimations au niveau de l'immunité des populations, au niveau des couvertures. Par exemple, ça a pu être calculé en utilisant des données démographiques qui ne sont plus à jour. Donc, c'est très important de trianguler et d'avoir diverses sources de données pour s'assurer vraiment de la fiabilité du fait de la qualité, de la qualité des données. Parce que si on n'a pas une bonne qualité de données, on peut toujours utiliser des données de surveillance sur des incidents spécifiques, des groupes d'âge, la couverture vaccinale. Bien sûr, il faut prendre en compte le contexte local, par exemple l'interruption de l'approvisionnement, dans certains contextes, des populations qui ont peut-être manqué. Donc ça, c'est la deuxième source de données et je pense que les profils immunitaires dont j'ai parlé plus tôt, je pense que la plupart des collègues qui travaillent sur la rougeole et la rubéole connaissent très bien le profil immunitaire au niveau rougeole et rubéole. Donc il faut utiliser ces estimations pour inclure les naissances avec plus ou moins 10% de susceptibilité d'attraper la rougeole. Et ça doit être fait de manière régulière chez les enfants. Donc c'est vraiment un instrument très important pour divers pays. Et maintenant, différentes régions travaillent pour déterminer un profil de rougeole. Il faut vraiment inclure dans les lignes directives, je pense que c'est important d'inclure des naissances, les gens qui sont nés et qui ont plus de 10% de susceptibilité d'attraper la rougeole. Et enfin, je dois dire qu'il faut utiliser les données de surveillance, les données de supervision. Ça, c'est très important pour évaluer la proportion de cas par année, par âge et par emplacement géographique. Donc, il faut inclure la cohorte de naissance annuelle dans la gamme d'âge de la campagne s'il représente plus de 20% des cas confirmés au cours des 12 derniers mois et analysé par année de naissance. C'est préférable. Mais je pense qu'il y a des fois où il y a des lacunes immunitaires au niveau de la transmission du virus. Et donc, je pense que dans ce cas, il peut y avoir un groupe d'âge peut-être non continu pour la sélection. Maintenant, la troisième étape,
C'est plus sur, la question géographique et certains groupes de personnes qui sont plus à risque, que vous voulez peut-être inclure dans la campagne et je pense que la décision pour la stratégie ciblée devait être guidée par cette évaluation, de la cohorte. C'est la première étape dont j'ai parlé. Donc il faut vraiment voir la qualité des données. Mmh et les informations, supplémentaires, sur certaines populations, les capacités des populations. Et enfin, ça ne vous aide pas vraiment spécialement à déterminer, mais on peut utiliser un outil, hem, un outil pour, voir un petit peu la stratification des risques. Par exemple, à risque faible, à risque élevé, voir ce qui est nécessaire, hein. Et je pense qu'il faut, considérer des facteurs d'intégration avec d'autres programmes. C'est une composante clé et voir à quel point les stratégies ciblées ou sélectives sont affectent cette intégration. Et bien sûr, il faut, parler d'équité et d'exclusion. Ce sont des matériaux qui doivent être pris en considération, voir s'il y a des groupes de personnes qui sont complètement manqués, qui ne sont pas vaccinés. Il faut donc, considérer les capacités locales, c'est très important. Donc ça, je pense que c'est ma dernière diapositive de contenu en termes de stratégie sélective et je pense qu'une fois que nous avons décidé sur une campagne au niveau, national, le pays doit réfléchir et voir, si on va décider d'une stratégie sélective, si ça va être, des doses vont être administrées seulement aux personnes qui ont manqué des doses. Cela, ce cela aide, beaucoup au niveau du modèle mis en œuvre. Au niveau du coût opérationnel, qui peut être vu comme plus élevé que pour d'autres campagnes, mais il n'y a pas de grande preuve que ce soit plus efficace au niveau du coût. Mais c'est une pratique assez commune qui est utilisée au niveau de la vaccination à l'école et c'est utilisé dans les campagnes d'intégration. Vacciner seulement les individus qui n'ont pas de documents qui prouvent qu'ils ont déjà eu leur vaccin précédent. Donc il y a un seuil de 90 de disponibilité de documentation, si qui fait qu'ils deviennent, s'ils n'ont pas atteint ce seuil, ils peuvent faire partie de la campagne de rattrapage, et être vaccinés. Si les pays veulent faire donc, mettre en œuvre une, stratégie sélective, je pense qu'une partie de ce modèle, certains de nos présentateurs vont parler de ce modèle. Et cette dernière diapositive parle vraiment du fait que les pays peuvent choisir différentes stratégies, différents standards, hein, pour cibler et pour sélectionner. Ce n'est pas forcément exclusif, hein. Donc par exemple, au niveau national, on peut avoir une sélection et ensuite au niveau, infranational, on peut avoir une stratégie ciblée. Donc on va lister de nouveaux exemples pays sur ce sujet et enfin, je crois que ça, c'est ma dernière diapositive en ce qui concerne les campagnes. Il faut parler des contextes où il y a de nombreuses contraintes au niveau des ressources. Donc il y a des stratégies, par exemple, c'est une approche un petit peu plus, étroite, que ce soit une stratégie sélective ou une stratégie, ciblée. Il faut prendre les contextes pays en considération dans la définition de la stratégie. C'est important également d'avoir des rapports, hein, qui permettent de superviser, d'évaluer. C'est très important et c'est la dernière partie de cette ligne directive. Donc je ne sais pas si j'ai respecté le temps, mais c'est à vous, Ognovo. Merci beaucoup, Santosh, c'était très bien et je vais passer à la diapositive suivante. Donc, vous avez entendu parler des différentes étapes, de comment déterminer la gamme d'âge, de faire par exemple des stratégies sélectives dans les groupes plus à risque, dans certaines zones géographiques. Vous avez différentes stratégies que vous pouvez utiliser. Donc, on voudrait vraiment savoir ce que vous en pensez. Donc, on va partager dans le chat les lignes directives. N'hésitez pas à cliquer, à le télécharger.
Ça va être très utile pour votre planification de campagne. Nous avons des petites questions maintenant, teaser. Donc, je vais demander à Gigi de faire apparaître la première question qui dit: Est-ce que vous connaissez les stratégies ciblées et sélectives? Donc, on veut savoir ce que vous en pensez. Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est non? Est-ce que c'est nouveau pour vous? Est-ce que c'est la première fois que vous en avez parlé? Est-ce que vous connaissez déjà ça? Ou est-ce que vous avez utilisé ça avant? Vous avez entendu parler avant? Ça va aussi. Donc, on voudrait avoir une idée de ce que vous en pensez, à quel point vous connaissez ces stratégies sélectives. Ok, maintenant je passe. Dès qu'on a les réponses, je passerai à la question. 79% connaissent et 21% ne connaissent pas. Donc, la question 2, est-ce que Gigi, vous pouvez la mettre à l'écran? Oui, je suis en train de le faire. Je suis en train de le faire maintenant. Donc ça dit: «Est-ce que vous avez partie de la mise en œuvre d'une stratégie de cette, sorte?» Donc, dans votre pays, dans votre région, où que vous travaillez, donc quelle stratégie vous avez utilisée, auparavant ou est-ce que c'est nouveau pour vous? N'hésitez pas à fournir vos commentaires. Donc 68 disent oui, c'est vraiment excellent, ça veut dire que cette conversation est utile. Nous avons 33 qui disent non, c'est important aussi. Parce que ça veut dire que cette conversation va être vraiment très utile aussi. OK, on passe à la question 3. Donc, est-ce que vous entendez entendre d'exemples pays, d'exemples régionaux? Question 3. Est-ce que vous mettriez ces stratégies en œuvre dans des contextes où les ressources sont restreintes? Donc, est-ce que vous pensez qu'il y a une valeur dans la mise en œuvre de ces stratégies dans des domaines qui ont des contraintes au niveau des ressources? Ou est-ce que vous ne pensez pas? Donc, on serait ravis d'avoir vos commentaires sur cette question. Est-ce que vous mettriez en œuvre cette stratégie dans un contexte qui a peu de ressources? On va parler des différentes étapes, comment déterminer les données, la gamme d'âge, les zones stratégiques, géographiques. Donc, on a 93% qui disent oui, 94% qui disent oui et 6% qui disent non. Ok, merci beaucoup. Vous êtes tous fantastiques comme participants. Et je vous ai encore encouragé à partager vos questions. On voudrait entendre vos pensées, toutes les questions que vous avez. On va maintenant passer à la conversation sur la diapositive suivante et je suis ravie de vous présenter donc la personne qui va animer cette session. Donc, on va passer à la session suivante. Donc, nous avons d'abord Dr Dhanesh Murugan d'Inde, Dr Hassan Sibomana du Rwanda, Dr Bancha Masresha qui est du bureau régional pour la région africaine, et Dr Sylvester Maleghemi, qui fait partie du siège de l'OMS. Je vais inviter les présentateurs à mettre leur caméra en route pour la conversation. Et j'espère que vous allez pouvoir entendre leurs données factuelles, hein, leurs expériences factuelles, voir les stratégies qu'ils ont mises en œuvre et voir ce qu'ils font à l'heure actuelle pour avancer. Donc, notre premier présentateur, Dr Radnesh Murugan, je vais l'inviter à se présenter avant de poser la première question. Dr Radnesh. Merci beaucoup, Dr Oniovo. C'était un plaisir de vous rencontrer tous. Merci, Dr Santosh, d'avoir défini le contexte. Je travaille
sur l'élimination de la rubéole et de la rougeole pour l'OMS, en Inde. Je travaille avec l'OMS depuis 2001. À partir de 2005, on travaillait sur, la rubéole et la rougeole et on a étendu nos stratégies sur tout le pays et sur une certaine période de temps, nous avons eu une bonne expérience de diverses campagnes. Nous avons une, bonne expérience de l'intensification des, routines. Hem sur l'élimination de la rougeole, de la rubéole et j'ai hâte, de participer à cette conversation. Merci Ratnesh. Donc il se passe des choses très excitantes en Inde d'ailleurs. Nous sommes ravis, d'entendre la perspective de l'Inde. Il y a beaucoup de participants qui sont là, qui se posent des questions sur les concepts de stratégie ciblée et sélective. Je sais que vous avez une campagne qui arrive, que vous avez l'intention d'utiliser, l'une de ces stratégies. Est-ce que vous voulez en parler rapidement et de certains des domaines que vous considérez, comment vous allez avancer, des défis possibles? C'est à vous, Radnesh. Merci, Onyovo. En fait, en termes de ligne directive, c'est justement un très bon moment pour ça et ce sont des lignes directives qui sont vraiment très claires, qui expliquent clairement ce qu'on doit faire et quelques exemples, pays pour l'Inde, ce qu'on a fait ici. Nous avons fait des campagnes non sélectives au niveau national depuis 2007 à 2019 sur un groupe de 9 mois à 15 ans. L'Inde, c'est un pays immense, hein. Donc, nous avons vu cibler les enfants qui avaient eu reçu une seule dose de vaccin. Ça nous a donné une très bonne dynamique, hein. Mais les choses ont changé au cours du temps. Ensuite, il y a eu la Covid. Et en 2023, on a donc effectué une campagne sélective, hein, qu'on a appelée une mission intensifiée. Et c'était une campagne sélective, hein, pour les enfants qui avaient été manqués ou qui, qui n'avaient pas reçu de dose. Ils ont été identifiés, ils ont été vaccinés sur tout le pays. Ça a été fait. Et enfin, ce qu'on regarde là en ce moment, ce qui a été clairement mentionné par le docteur Sandosh, c'est une campagne ciblée, donc qu'on planifie pour janvier 2026, pour laquelle nous visons les enfants de 9 mois à 10 ans. Ce sera une campagne sélective où on va se concentrer sur les enfants qui ont été manqués, donc de 9 mois à 10 ans. C'est sur cela qu'on va se concentrer. Merci, docteur Onyovo. Donc, vous allez faire une campagne sélective, une campagne de vaccination sélective en regardant en concernant les enfants de 9 mois à 10 ans. Est-ce qu'il y a des défis auxquels vous pouvez penser? Comment est-ce que vous naviguez les données sur ce sujet? Merci Onyovo. De fait, pendant les campagnes sélectives, comme on avait fait avant, nous avons vu quelques défis. Quelques défis, comme par exemple l'identification des personnes à vacciner. Donc, comment identifier des personnes qui ont manqué une dose? L'Inde est un très gros pays, donc nous avons dû voir ça au point de service. Et une fois qu'on a pu identifier cela, identifier maintenant les points de vaccination, il y a des domaines très très larges. C'est parfois très différent quand il y a une personne qui fait l'identification et ensuite une deuxième personne qui fait la mobilisation, mais cette personne n'a pas forcément de lien dans la communauté. C'était un défi où les gens ne sont pas toujours mobilisés au point sur le site. Et parfois, les mêmes enfants qui sont vaccinés continuent à être vaccinés et les enfants qui sont manqués continuent à être manqués parce qu'il y a des zones de migration. Et une fois qu'il y a des grosses migrations, une fois il n'y a pas forcément, de données qui sont données aux professionnels de la santé pour pouvoir suivre leur vaccination. Et donc ça, c'est un très gros défi. Et il y a quelques domaines aussi où il y a des problèmes d'hésitation, au niveau des vaccins. Ça, c'est un gros défi, pour nous, pour notre campagne sélective. Et en 2026, hein, vous planifiez donc de faire cette campagne sélective. Je crois que vous avez regardé, considéré quelques districts. Comment est-ce que vous
comptez faire pour ce défi? Parce que je sais qu'il y a différents défis. Comment est-ce que vous visualisez ça? Comment vous allez naviguer ça? Nous avons appris de nos défis, nous connaissons les défis. Donc maintenant, pour avancer, on va voir un petit peu. Ça arrive déjà en 2022, notre campagne 2026, on va la commencer. Donc, on doit regarder le groupe d'âge de 3 ans à 10 ans. Ils sont à l'école, que ce soit l'école primaire ou l'école maternelle. Ensuite, par contre, de 9 mois à 2 ans, ils sont dans la communauté. Donc, dans la communauté, comment est-ce qu'on fait pour les enfants qui ne sont pas à l'école? On doit faire des enquêtes au niveau des foyers pour rapporter les enfants, comptabiliser les enfants et ensuite on a un plan de les mobiliser au point de vaccination. Et la deuxième campagne est à l'école. Donc qu'est-ce qu'on va faire là? Faire une enquête, ça va pas aider. Donc nous allons donner ce rôle, par exemple, aux professeurs d'école qui vont être responsables de collecter les données de vaccination. Et, euh, et au siège, par exemple, un mois avant la campagne, nous allons avoir des officiers médicaux qui vont aller à l'école, qui vont, par exemple, scanner les cartes de vaccination et voir les enfants qui sont éligibles à être vaccinés. Donc, s'il y a des enfants qui n'ont pas reçu une carte de vaccination, il faut informer les parents et ils vont recevoir une carte de vaccination. Vous ne recevrez pas de rappel si la carte de vaccination n'atteint pas l'école. On va considérer que l'enfant n'est pas vacciné si la carte de vaccination n'est pas à l'école et on vaccinera l'enfant. Donc c'est comme ça qu'on essaie de répondre à ce défi et on va également faire des sessions supplémentaires mobiles dans la communauté et donc des sessions mobiles où on va vacciner avec un calendrier flexible. Ce ne sera pas forcément le matin, ce sera même le soir. On va faire des sessions sur différents sites. Et également dans d'autres contextes, hein, dans d'autres domaines, nous allons pouvoir utiliser ça comme opportunité. Si les parents sont là, ils peuvent venir faire vacciner leurs enfants. Il va y avoir une édition numérique, également des lignes actives qui vont être diffusées dans le pays. Ça va nous aider. Voilà des leçons d'apprentissage qu'on a appris de diverses campagnes qu'on va incorporer. Et ces lignes directives nous aident vraiment beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Ogno. Merci beaucoup, Ratnesh. C'est vraiment fantastique de voir que l'Inde travaille sur cela. Vraiment fantastique de voir comment vous utilisez vos comptes rendus, enquêtes pour s'assurer que vos stratégies sélectives sont mises en œuvre de la façon où elles doivent l'être. Merci beaucoup pour vos retours. Donc, chers collègues, vous avez entendu de l'Inde. Vous avez entendu un update de votre campagne sélective 2026. Vous avez entendu ce que le docteur Adnesh a dit. Je vais maintenant passer à une autre partie du continent, l'Afrique, et c'est mon plaisir de vous présenter docteur Hassan Sibomana du Rwanda. Nous sommes ravis de vous avoir, docteur Hassan. Si vous voulez vous présenter. Si vous voulez parler des stratégies, voir si elles sont applicables dans votre contexte ou non, et ce que vous faites, du coup, pour qu'elles soient efficaces, c'est à vous, docteur Hassan. Oui, merci, docteur Ognovo. Merci de m'avoir ici. Je suis ravie d'être là pour ce forum. Je m'appelle Hassan Sibonama. Je suis le responsable campagne de vaccination pour le Rwanda et nous sommes affiliés au ministère de la Santé. Nos programmes, nous mettons en œuvre différents programmes, y compris les programmes de vaccination. Pour répondre à votre question, c'est très intéressant. Je suis de fait ravie que cette stratégie soit disséminée, soit sortie, parce que nous avons mené ces campagnes ciblées l'année dernière, au mois de juin. Donc, si vous pouvez imaginer mettre en œuvre cette campagne de rougeole pour cibler certains districts. Donc, nous n'avions pas eu à cette époque de données encore de l'OMS, donc nous sommes ravis de les avoir et d'être en contact avec d'autres pays au niveau
régions et d'autres régions et nous avons, beaucoup de districts, et chez nous, nous avons seulement pu cibler, 19 districts à vacciner, contre la rougeole et la rubéole. C'était très important pour nous parce que les campagnes précédentes avaient été mises en œuvre en 2017. Donc, nous avons vu que de fait, c'était une bonne façon de continuer à vacciner tout le pays en passant par les districts. Nous avons vu qu'il y avait une très bonne, couverture, hein. Donc on essaye, d'assister et d'atteindre tous les districts non vaccinés et là, dans la plupart des districts, nous avons sélectionné très peu de districts, pour cette campagne particulière et l'un des critères que nous avons choisi, c'était de voir quelle était la couverture vaccinale. Est-ce qu'elle était en dessous de 90 et quel est le statut de la rougeole dans ces districts? Combien de et bien sûr, nous avons fait de notre mieux pour prendre en compte les communautés, susceptibles de souffrir de rougeole et de rubéole. Donc, bien sûr, il y a eu des il y a eu des défis dans notre pays, dans les pays voisins et nous avons essayé, de prendre ces 19 districts donc en compte et nous sommes ravis de reporter que nous avons atteint notre objectif, et que la couverture, vaccinale dans tous ces districts, était atteinte. Donc, qu'il y a eu, une grande partie des étudiants qui a été, vaccinée et des enfants également. Merci docteur, c'est remarquable parce que quand on parle de campagne ciblée, il y a beaucoup de pays qui ont l'impression qu'on va en exclure d'autres personnes, mais en fait, il y a des inquiétudes aussi sur la qualité de la mise en œuvre. Certains pays ont vu des épidémies dans des zones qui n'étaient pas ciblées. Donc, si on ne fait pas une campagne nationale, mais vous avez fait une campagne ciblée et vous avez eu 95, un taux de succès de 95. Donc, je voulais demander, est-ce que c'est efficace au niveau économique, à votre avis? Quels défis avez-vous rencontrés? Oui, alors bien sûr, c'est efficace au niveau économique, parce que si on compare, par exemple, comment vacciner 19 districts, c'est différent de faire, le pays complet et bien sûr, il y a eu, des défis, bien sûr. Par exemple, s'il y a une forte demande, s'il y a des districts qui ne sont pas, vaccinés, ils se demandent pourquoi est-ce que vous vaccinez, le district voisin, mais pas notre district, hein? Et ça, ce sont des questions que nous avons reçues pendant cette campagne. Et ce qu'on a vu également, un autre défi qui est présenté et c'est quelque chose, quand on planifie notre campagne de vaccination du lundi au vendredi pendant 5 jours et nous avons vu que nos professionnels de la santé avaient trop de travail, hein, un travail, très, très lourd. Donc c'est quelque chose dont on doit également parler au niveau interne. Donc quand on mène ce type de campagne, c'est un des défis qu'on a et un défi également, il y a toujours un certain nombre de personnes qui hésitent à être vaccinées. Donc il y a des communautés qui hésitent à recevoir, le vaccin. Donc c'est quelque chose qui se passe pendant cette campagne. Donc parfois, il faut des formulaires de consentement de la part des parents. Donc voilà, ça, ce sont des petits défis. Des petits défis qu'on a rencontrés dans cette campagne et c'est pour ça que la réussite, 95, c'était vraiment, très bien. C'était une très bonne réussite. Merci beaucoup docteur Hassan, vraiment beaucoup d'impact et je pense qu'un point, qui est important, c'est que vous dites dans certains districts, les personnes étaient inquiètes, se disaient: «Pourquoi est-ce que vous ne vaccinez pas notre district?» et vous avez vraiment dû prendre le temps de leur expliquer pourquoi c'était une campagne ciblée et je crois que c'est vraiment un des points importants de ce que vous avez dit. Donc je veux revenir à nos participants.
Donc, vous avez entendu l'exemple de l'Inde, du Rwanda. Je voudrais vous demander, s'il vous plaît, d'utiliser la case, l'icône questions-réponses pour partager vos pensées, vos commentaires. Si vous avez de l'expérience dans vos pays également, n'hésitez pas à partager vos commentaires. Nous allons avoir une session de conversation où il y aura des opportunités de parler. On veut entendre vos expériences pays également et nous aurons le privilège de répondre à vos questions. Donc merci docteur Hassan, merci docteur Hatnesh. Il y a une personne que vous devez entendre et je suis ravie d'inviter docteur Bancha Masrecha, qui est le conseiller régional pour la région africaine sur la rougeole et la rubéole. Je crois au niveau que votre écran a gelé ou que vous avez un problème de réseau. Oui, je vais juste me présenter. Donc, bon après-midi, bonne soirée, bon après-midi tout le monde. Je suis Balchama Srecha du bureau régional de l'OMS pour l'Afrique. Et je travaille pour la région africaine dans la prévention des maladies au niveau régional, au niveau du bureau régional. Nous avons travaillé sur la coordination donc, des vaccinations contre la rougeole et rubéole dans diverses régions. Et nous avons fait beaucoup de travail également au niveau pays. Et donc, nous travaillons sur diverses régions. Je crois que nous avons perdu. Je crois que nous avons perdu Oni. Mais c'est pas grave, je vais avancer. Est-ce que vous voulez que je commente peut-être? Si je peux peut-être vous donner quel type de données? Par exemple, quel type de données nous utilisons pour les stratégies ciblées et sélectives? Oui, d'accord, merci Santosh. Donc, avant d'avancer, de parler plus en détail, nous devons tous reconnaître que c'est le virus de la rougeole, c'est le pathogène le plus infectieux connu par l'être humain. Et s'il y a des lacunes au niveau immunitaire, alors le virus de la rougeole va trouver cette lacune. Et c'est pour ça que nous essayons de mettre en œuvre de façon agressive des campagnes préventives, avec un cycle fréquent pour ne pas avoir de lacunes au niveau immunitaire et protéger en particulier les personnes les plus jeunes de la population. Donc ce fait, la nécessité des campagnes n'est pas changée par ces lignes directives et je pense qu'on doit être très très clair là-dessus. Le besoin d'avoir une campagne préventive pour fermer les lacunes au niveau immunitaire que nous n'avons pas réussi à couvrir au niveau routine, des campagnes de routine, ça c'est un fait. Bien sûr, les pays devraient essayer d'avoir une couverture de 90% et au-delà, oui. Et si on peut atteindre ce niveau de protection, dans ce cas, on n'a pas besoin de campagne. Mais si on n'a pas atteint ce niveau, et si on n'a pas pu maintenir cette couverture depuis des années, alors il y aura une accumulation de populations susceptibles sur une certaine période de temps et il y aura éventuellement une épidémie de rougeole. Et la seule chose que ces lignes directives changent, c'est est-ce qu'il y a des conditions dans lesquelles on peut avoir besoin d'éviter de faire une campagne, on n'a pas besoin de faire une campagne nationale, on veut faire une campagne plus ciblée. Et oui, il y a des possibilités de faire ça, et c'est ça que ces lignes directives nous disent. Donc, on parle de campagnes sélectives, de campagnes ciblées, sans vraiment les définir de façon qui ont du sens, de les définir de façon objective pour qu'on puisse tous utiliser la même définition. Donc ces lignes directives, c'est ça, c'est de fournir une définition qui soit commune à tous. Donc il y a des campagnes qui sont ciblées. Nous nous proche des campagnes, qu'elles soient sélectives, non sélectives, au niveau national, non national. Ça adresse les réalités géographiques chez certaines populations. Donc par exemple, la taille de l'équipe vaccinale qu'on va utiliser
dans une zone qui n'a pas beaucoup de population, par exemple, par rapport à la taille d'une équipe que nous utilisons pour une zone urbaine. Ça va être différent. Le nombre de jours, la durée du service, ça va être différent. Le nombre de superviseurs que nous assignons sera différent. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut cibler notre approche. Ensuite, il y a par exemple cibler quand on choisit une zone géographique, quand on choisit un groupe de population. Ça peut être par âge, par profession, ça peut être c'est un certain sous-ensemble de la population. Ça peut être une population de prison, ça peut être une population d'université, par exemple. Donc, cibler ce domaine, cette zone géographique, cet ensemble, ça, c'est des campagnes ciblées. Sélectives et non sélectives, c'est est-ce qu'on vaccine tout le monde dans le domaine que nous ciblons ou est-ce qu'on cherche des preuves de vaccination et ensuite on exclut certains enfants, certains sujets parce qu'on a preuve d'une vaccination précédente. Donc, ce sont des technicalités, mais on doit les connaître hein, afin de pouvoir déterminer laquelle est la mieux adaptée dans notre contexte pays. D'accord? L'autre chose, bien sûr, c'est que nous avons donc les lignes directives de l'OMS hein, qui indiquent clairement les contextes dans lesquels nous pouvons choisir des approches sélectives ou ciblées. Et je crois que la ligne directive du WHO mentionne hein, que des pays qui ont un niveau médium ou élevé d'incidence ou d'épidémie périodique, où l'immunité de la population est considérée comme non adéquate, parce que la couverture, par exemple, de MCV1 est en dessous d'un certain niveau depuis des années. Là, ce sont des contextes hein, où une approche sélective ou ciblée, c'est peut-être pas la meilleure façon de faire. Hein. Ou dans ce cas, on doit peut-être utiliser notre approche habituelle, non sélective. Donc, quelque chose qui est sans précédent, sans précédent, le contexte, par exemple, on peut être, s'il y a quelque chose sans précédent qui se produit, on peut être poussé ou on peut être obligé de vraiment, vraiment cibler notre approche. Et là, je pense que c'est là que l'étape suivante est importante. Regarder les données dont nous avons besoin pour prendre des décisions avec une approche sélective ou ciblée. Et dans ce cas, nous devons considérer la couverture vaccinale par cohorte d'âge, donc couverture de routine sur les 5 à 10 dernières années pour chaque cohorte de naissance, carte d'âge. On doit considérer les cohortes de vaccination au niveau infranational. On doit regarder la couverture au niveau des districts, au niveau provincial. Et bien entendu, nous savons que la couverture administrative, c'est un défi dans beaucoup de pays, donc ça va continuer à être problématique, hein, car cela se repose sur la fiabilité, la qualité des données, et il faut prendre une décision d'exclure un certain groupe. Hein. Nous avons besoin également d'avoir une bonne qualité de données depuis des années. On doit pouvoir considérer la surveillance pour déterminer des modèles, des schémas par âge, par statut vaccinal, par zone géographique, par sous-groupe, hein, et pas seulement par groupe d'âge, hein, mais également des cohortes de naissance individuelles pour prendre des décisions, voir si certaines cohortes de naissance ont une incidence élevée qu'il faut cibler, ou si certaines cohortes, si certains domaines ont une faible incidence depuis assez longtemps, et trianguler la population qui peut avoir été manquée et choisir de les exclure. Un autre facteur qu'on doit considérer, qui est critique, c'est les données de dénominateur. Et quand je parle de ça, bien sûr, je parle des données population, la fiabilité des données,
la proportion de la population chez certains groupes, comme prévu par certains recensements récents. Hélas, dans beaucoup de pays, en particulier les grands pays, le recensement le plus récent, il y a peut-être 15 ans. Et donc, je vais essayer de faire des projections avec des données qui ont 15 ans, 20 ans. Ça ne va pas nous donner un niveau de confiance dont on a besoin pour prendre des décisions. Euh, on a un dénominateur peut-être clair avec lequel on peut déterminer des données, mais on doit connaître un petit peu les données de migration, des facteurs qui peuvent être pertinents sur la présence de groupes de population qui sont résistants à la vaccination pour diverses raisons. On doit comprendre également les services avec une bonne confiance pour pouvoir prendre des décisions et voir si nos services ont été bien utilisés et voir s'il y a certaines populations qui ont un retard, mais qui recevront le service éventuellement. Nous devons assembler autant de données que possible, les données sur le service, sur les déterminations sociales, sur différents facteurs, sur l'acceptation, la saisonnalité de la rougeole, des données qui doivent toutes être considérées, alors que nous voulons voir si une approche ciblée ou une approche sélective sera appropriée pour notre pays. Donc, juste brièvement, nous pouvons revenir à ça plus tard, hein. Je repasse la parole à oui. Est-ce que Scogny est revenu? Je ne le vois pas en fait. D'accord, merci beaucoup, docteur Balcha, pour tous ces détails. Je pense que nous allons passer donc au prochain présentateur. Nous avons donc le docteur Sylvester de l'OMS qui va nous rejoindre. Si vous pouviez mettre votre caméra, si vous voulez, vous présenter et parler des stratégies, de l'importance des stratégies dans des contextes où les ressources sont restreintes. Oui, merci beaucoup, docteur Santosh, et bonjour, bon après-midi, chers collègues. Je m'appelle Sylvester Malegami. Je suis agent technique au siège de l'OMS, où je travaille sur la couverture et l'équité de la couverture vaccinale, et également de l'intégration. Et je pense que nous avons une approche un petit peu différente qui se base sur différents domaines que nous couvrons. Je vais commencer par parler de ce qui est le plus simple, la façon la plus simple dont nous faisons les choses. Quand on parle de couverture ou d'intégration de campagnes ciblées de vaccination, il y a des spécifiques, par exemple, quand on parle de la polio, etc. On doit faire très attention de ce dont on parle. Je suis ravie que le Dr Batcha ait parlé un petit peu de ça, mais je voudrais mettre un petit peu l'emphase sur la façon dont nous faisons les choses, dont nous ciblons nos campagnes, définir les régions les plus en prioritaire et les régions moins prioritaires, c'est une question d'équité. Nous, nos collègues Rwanda, par exemple, pour parler de ça également, considèrent la situation. Et je pense que ce qui est très important, c'est de considérer les données de migration. Où sont les données? Et quand on parle de migration, quand on parle de campagne ciblée, de campagne sélective, en particulier en termes d'intégration, il peut y avoir une coordination un petit peu complexe, hein. Il, il peut y avoir différents calendriers, différents noms. Ça peut être un problème un peu au niveau des campagnes ciblées. Et il y a aussi une surcharge de travail, hein.
il y a différentes communautés à sélectionner. Il y a beaucoup de problèmes à ce niveau-là, donc c'est très important de considérer la couverture. Mais pour répondre à votre question, Santosh, en termes de ressources, de contraintes au niveau des ressources, les campagnes ciblées ne sont pas optionnelles, elles sont essentielles. Et je crois que docteur Batcha a vraiment mis l'emphase là-dessus. C'est essentiel. Pourquoi? Parce que ça y donne la priorité à certaines régions. Et quand on n'a pas forcément les ressources, ça nous permet de maximiser les ressources au niveau logistique. Et maintenant, au niveau spécifique, les campagnes ciblées, sélectives, on peut le faire. Et je suis ravie avec ces lignes directives, ça va être un petit peu plus systématique. Et je vais vous donner un exemple. Par exemple, quand on parle quand on passe au niveau nomade, par exemple, au niveau migration, ce sont des campagnes ciblées. Par exemple, on fait depuis un certain moment. Donc, par exemple, on regarde, on supervise, donc on regarde les données de ces campagnes. On voit où ça a marché, où ça n'a pas marché. Ça, c'est une approche ciblée. On fait dans divers domaines. Et je pense qu'avant, par exemple, on fait une évaluation des risques avant qu'il y ait une épidémie. Et on fait cette évaluation des risques où donc on cible un petit peu les domaines et on considère, par exemple, on se dit, OK, voilà, ça c'est une campagne qui nous permet de mettre en priorité l'intégration pour la bonne population, par exemple. Voilà, je m'arrête là, je repasse la parole à Santo. Merci beaucoup, Sylvester. Et merci à tous les présentateurs pour tous vos points de vue, cette conversation sur les approches ciblées. Et maintenant, on va passer donc à l'étape suivante qui est la conversation. Je crois qu'on veut peut-être passer la parole si quelqu'un veut poser des questions. On va ouvrir la parole maintenant à toutes les questions sur les lignes directives pour les présentateurs. Et ensuite, on va passer aux questions-réponses pour essayer de répondre aux questions auxquelles il n'y a pas eu de réponse. Donc, si vous pouvez lever la main et poser toutes les questions que vous avez pour n'importe quel d'entre nous. Donc, merci. Et juste pour demander à tout le monde de lever la main. Maintenant, on va regarder un petit peu les questions-réponses qu'on a reçues. Je pense que la plupart des questions, en tout cas, il y a eu des réponses à plusieurs. Donc, merci au présentateur. Je, cro- je crois qu'il y a eu une question sur le statut d'élimination du pays, 97%, et les recommandations pour les campagnes. Et il y a eu une réponse donnée à ça par Bachta. Euh, et ensuite, par exemple, ce qui est recommandé au niveau des campagnes. S'il y a des lacunes, par exemple, immunitaires qui font que certaines cohortes ou certains groupes de personnes ne sont pas atteints, parce que dans ce cas, c'est très important, ces stratégies ciblées stratégiques. Je crois qu'il y a des collègues qui ont des questions pour nos présentateurs, maintenant pour l'Inde et pour le Rwanda. Donc, je vais peut-être passer la parole maintenant. Je vois qu'il y a une question pour vous. Docteur Mashresha, comment est-ce que vous identifiez les enfants non vaccinés de plus de 5 ans si les données vaccinales sont perdues? Docteur Madnesh. Oui, merci beaucoup. C'est une question très intéressante. Donc, comme je l'ai dit précédemment, si on fait une campagne non sélective, euh, faire une campagne sélective pour identifier donc cela, les enfants au-dessus de 5 ans, c'est quelque chose dont nous avons beaucoup parlé parce que c'était un défi précédemment et nous avons développé une approche à 2 étapes, hein. Donc, nous avons une approche 3 à 5 ans et ensuite jusqu'à 10 ans, nous avons une autre approche. Donc, les enfants, s'ils ont plus de 5 ans, normalement, ils sont à l'école, à moins qu'ils aient quitté l'école.
Donc, s'ils ont pas, ils sont quittés l'école, c'est plus que c'est des données, mais s'ils sont à l'école, nous, nous ciblons le département de l'éducation et ensuite, par exemple, le principal. Et au niveau du département de l'éducation, ce sont les professeurs qui vont être responsables de collecter les cartes de vaccination pour chaque étudiant qui est présent, en particulier dans les groupes d'âge de cette école. Et si la carte d'immunisation n'est pas là, on va la rendre numérique dans 90% de le pays bientôt. Et si les enfants ont plus de 5 ans, donc ce qui se passe, hein, c'est que l'école va demander donc aux parents de donner la carte vaccinale. On s'attend à ce que peut-être 50% est une carte de vaccination ou preuve de vaccination. Si la carte de vaccination n'est pas là, on va considérer que l'enfant n'est pas vacciné et alors on va le vacciner de toute façon. Donc à ce moment-là, on n'attend pas. S'il n'y a pas de preuve de carte au-dessus de 5 ans, on considère l'enfant comme enfant non vacciné et on le fait vacciner. Donc voilà, j'espère que ça clarifie un petit peu. C'est l'approche que nous allons suivre dans notre pays, en Inde. Merci beaucoup. Oui, pardon. Merci, Ratnesh. Je pense que c'est très important. Nous avons deux mains levées, donc peut-être qu'on va prendre peut-être ces mains levées et qu'on reviendra ensuite. Donc, Oluchi ensuite on a Christopher. Oluchi, oui, pardon, je viens de recevoir la prompt. Bonjour, bon après-midi, chers collègues. Et merci beaucoup à toute l'équipe hein, pour ce webinaire, en particulier à nos présentateurs. Je voudrais juste poser une question à nos collègues indiens. J'étais ravie de vous entendre partager votre expérience en Inde. Et j'ai prêté attention quand on dit qu'il y a des enfants qui étaient souvent manqués, même quand ils sont ciblés, qu'il y a des populations que vous ne trouvez pas, que vous voulez vacciner. Et ça, c'est vraiment un gros problème que nous avons avec le programme de grand rattrapage sur lequel j'ai le privilège de travailler. Et je voudrais en savoir un petit peu plus là-dessus. Comment est-ce que vous avez fait pour aller au-delà de cette lacune quand vous avez cette population ciblée? Et comment est-ce que vous faites avec quelle documentation, par exemple, pertinente vous avez, mais vous n'avez pas à les trouver, peut-être à cause, par exemple, de déplacements ou d'autres problèmes, et vous continuez à retourner dans les communautés et qu'il y ait une chance de vacciner à nouveau les mêmes enfants. Comment est-ce que vous faites pour aller au-delà de ce problème? Comment est-ce que vous assurez que vous ne vaccinez pas toujours les mêmes personnes, mais les enfants qui ont été manqués, que vous cherchez? Merci. Merci Oluchi. Peut-être Ratnesh, hein, si vous voulez répondre et commenter, et ensuite on peut passer à la suite. Hein. Oui, oui, merci Oluchi pour cette question très intéressante. Et c'est notre problème principal. Le problème principal que nous avons, c'est un gros défi. Et c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas seulement vacciner, sous-vacciner. Ce sont des enfants qui sont ciblés pour être vaccinés, oui. Et si on revient vers eux, peut-être qu'on les manque encore. Mais ça, c'est un défi. Et quelque chose qu'on a remarqué, que c'est pas la même chose dans tout le pays. Dans certains domaines, il y aura plus d'enfants vaccinés. Dans certains domaines, en tout cas, il y a des lacunes. Parce que, par exemple, après avoir reçu la dose du pentavaccin, il y a ensuite une période entre 9 mois et 5 ans où les gens ont tendance à oublier de faire vacciner contre la rougeole. Et donc, c'est pour ça qu'il faut renforcer le message, que les parents doivent recevoir le message qu'il y a quelque chose à faire. Et l'identification, la mobilisation, il faut vraiment mobiliser au niveau du site et ça, c'est un très gros défi. On continue à collecter des données sur ce sujet, on continue à créer des sites supplémentaires aux endroits où on a identifié des lacunes. Parce que, par exemple, habituellement, nous avons
peut-être une journée par semaine, et peut-être que c'est pas suffisant pour les parents parce qu'ils travaillent. Et que peut-être c'est au milieu de la journée et qu'ils peuvent pas emmener leurs enfants se vacciner. Donc, ou avec les campagnes de rattrapage, par exemple, on fait des vaccins tous les jours de la semaine. Donc, même si il y a un jour qui est manqué, les parents peuvent venir à n'importe quel moment. Et ça, c'est important pour la communauté. Donc, c'est quelque chose qu'on essaye de faire. Mais je suis tout à fait d'accord, Luchi, c'est vrai il y a toujours des problèmes pour faire ça, oui, c'est vrai. Merci, merci, Oluchi. Merci beaucoup, Ratnesh. Et il y avait une main levée avant, mais la main est descendue. Vous, si vous voulez mettre votre caméra, si vous aviez quelque chose à dire, Jamal. Bon, nous avons des retours de George qui dit, je pense qu'un ingrédient principal des vaccinations ciblées, et c'est un système de surveillance très sensible qui peut détecter les cas index aussi rapidement que praticable. La campagne ciblée ensuite aide à diriger des ressources limitées pour adresser et éviter les cas de s'étendre à d'autres contextes géographiques. Et je pense que Ratnesh, vous avez commenté cela exactement. Quand vous avez parlé de l'efficacité au niveau des coûts, vous avez parlé de ça également quand vous avez parlé des campagnes ciblées. Donc, George, merci. Et tous, nous voulons vous entendre. Si vous voulez partager vos commentaires, vos pensées, que ce soit dans la section commentaires, dans la section questions et réponses, nous allons prendre vos commentaires. Abdi Jamal, vous avez la parole. Merci, chers collègues. Fantastique discussion. Merci à tous nos présentateurs. Je pense que les questions que j'avais, vous y avez déjà répondu, mais je voudrais juste revenir à, au problème de confirmer que l'enfant n'avait pas encore été vacciné en utilisant la carte vaccinale. Est-ce que nous avons des opportunités, par exemple, si la mère a perdu la carte? Ou ne se souvient pas, si la mère ne se souvient pas, ou si elle se dit je suis sûre que mon enfant a été vacciné, mais j'ai perdu la carte. Est-ce qu'on peut accommoder ça? Est-ce que pour prendre en compte cet aspect de l'immunisation, on se dit est-ce que la vaccination a été déjà faite, mais est-ce qu'on doit vacciner à nouveau quand même, hein? Donc voilà, merci. Je crois que c'était le dernier présentateur a parlé de l'équité. Et ça, nous avons beaucoup de défis sur ce sujet. Et je suis ravie que vous ayez pointé ça au niveau des limitations. Je crois que au niveau, c'est déconnecté à nouveau. Donc, merci beaucoup, Abdi, pour cette question. Et je crois que votre point en ce qui concerne ne pas avoir une carte vaccinale, comme je disais dans ma présentation sur les stratégies sélectives, nous avons un point de vue un seuil très élevé de 90%. Et c'est pour ça qu'on utilise ces lignes directives intérim, parce qu'on travaille avec des partenariats au niveau mondial pour créer plus de preuves sur cette stratégie. La stratégie sélective de seuil de 90%, ça dit vraiment documentation dans le foyer ou documentation manuelle, documentation électronique. Il faut vraiment avoir la documentation pour atteindre ce seuil de 90%. Donc, c'est ça que la ligne directive mentionne, mais bon, bien sûr, au niveau du pays, dépendant selon du contexte, euh, il faut entendre des opinions, parce que parfois les opinions sont prises en compte. Si la personne pense qu'elle y a été vaccinée. Est-ce qu'on a d'autres mains levées? Oni, est-ce que vous êtes à nouveau là? Oui. Oui, nous avons un commentaire de Sylvester qui dit un avantage des campagnes. Sylvester, si vous voulez juste parler de cela, parce que je pense que c'est un point très très important. Et ensuite, on peut avoir le docteur Hassan qui peut répondre à cela, parce que je crois que le Rwanda a un exemple fantastique de stratégie sélective. Et sinon, on a une main levée. Balcha, vous avez la main levée si vous voulez parler à nouveau.
Oui, merci beaucoup. C'est juste pour redonner un petit peu de contexte. Comme je l'ai mentionné, cette conversation sur les campagnes sélectives et ciblées, ça fait des années que nous avons cette conversation. Ça fait au moins 7, 8 ans que nous avons cette conversation. Et des tentatives ont été effectuées afin d'identifier les pays admissibles, éligibles, qui vont essayer cela. Et nous avons eu un certain nombre de réussites, mais en se basant sur des résultats mentionnés plus tôt, sur la qualité des données, la capacité, la confiance à trianguler en utilisant des données disponibles, en particulier quand on désagrège vers le niveau infranational. Hélas, nous n'avons qu'une couverture administrative. Vous pouvez vous appuyer sur une certaine couverture d'enquête, mais c'est souvent au niveau national, infranational, provincial. Si vous voulez désagréger et prendre une décision pour des domaines ciblés au niveau district, habituellement, les résultats ne sont pas forcément disponibles. Donc, vous devez utiliser des données administratives de district qui sont très imparfaites. Donc, sur 7, 8 pays avec lesquels on essaie de s'impliquer depuis 2018, il y a 4 pays qui ont dit que non, nos données ne sont pas de bonne qualité et on ne veut pas suivre ce parcours. Et on va faire une campagne nationale pour de très bonnes raisons, pour de très bonnes raisons. Donc, les quelques exemples que nous avons, par exemple, le Rwanda c'en est un. C'est excellent parce que le pays a de fait une très, très bonne couverture et une très faible incidence de rougeole depuis des années. Et le niveau de données qu'ils ont, ça leur a permis vraiment de cibler exactement euh, où cibler. Et ils ont pu faire donc une approche sélective et étendre le groupe d'âge à 6 ans plutôt que d'habitude 9 mois à 59 mois qui est le standard. Mais parce que leur campagne, hein, c'était une campagne de 5, 6 ans, ils sont allés jusqu'à 6 ans. Parce que le profil immunitaire montrait ça. Le Sénégal, c'était un autre pays où une approche très sélective a été utilisée. Le pays a opté de compter tous les enfants de moins de 5 ans enregistrés, vaccinés, en utilisant les professionnels de la santé. Donc, les personnes sont allées dans les villages pour s'inscrire et enregistrer tous les enfants non vaccinés. Ils ont fait une liste pour cibler ces mêmes enfants. Et donc, ce qu'on pense, c'est qu'avoir maintenant un point de vue, c'est savoir maintenant, avec des retours, c'est toujours important. Et l'identification initiale a été faite des enfants non vaccinés. Et il y a eu une forte sous-estimation des enfants non vaccinés. Donc, la liste initiale, hein, des 200 000 enfants était beaucoup trop courte si on compare au vrai nombre d'enfants non vaccinés, en se basant sur des calculs. Et enfin, quand cet exercice de vaccination a été fait, trouver 200 000 enfants dans le pays de Sénégal, éventuellement la couverture, ça n'était pas suffisamment satisfaisant, mais la surveillance, les données de surveillance ont montré que immédiatement après la campagne, le pays a commencé à avoir des épidémies dans tout le pays et dans plus de groupes d'âge. Donc, cet exercice, dans une certaine mesure, a échoué et l'approche sélective n'a pas donné les résultats concernant. Est-ce que ça a été efficace au niveau coût? Oui. Comme stratégie musicale, comme stratégie de vaccination, c'était pas une très bonne utilisation de ressources, en particulier quand on a regardé le profil immunitaire. C'était évidemment un gâchis de ressources. Donc, un autre pays qui a eu une approche similaire, c'était l'Érythrée, une approche très sélective, hein, mais ils ont plus d'employés, ils ont plus de main-d'œuvre, ils ont eu une couverture durable depuis des années.
Et donc, un an après, cette campagne, leur campagne ciblée, ils 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 ont toujours, un certain nombre de cadres. Ils n'ont presque pas beaucoup de nombre de cadres jaunes, et c'est parce qu'ils ont réussi à atteindre beaucoup, d'enfants qui n'étaient pas vaccinés. Donc vraiment l'idée derrière ces campagnes ciblées sélectives, ce qui est très important, la raison pour laquelle on fait cette campagne, c'est d'atteindre les enfants non vaccinés. C'est d'identifier et de vacciner les enfants qui n'étaient pas vaccinés. C'est vraiment ça le point qui est important. Merci, Balcha. Je pense que c'est un point très important, et je voudrais juste mettre en valeur quelque chose qui a été dit ici par Balcha. Quand on regarde l'importance de la qualité des données, vous pouvez voir, vous pouvez voir sur votre écran ici que la décision d'utiliser une stratégie ciblée devrait être guidée par une évaluation de la disponibilité et de la qualité des données. Et donc ça, c'est important. Je vais partager cette présentation avec vous et on voudrait vous encourager à la considérer parce que ça risque de vous aider à décider, à prendre une décision et à voir quel parcours vous devriez suivre. Et comme l'a dit Balcha, ce n'est pas une approche unique, et donc c'est très important que les pays vraiment traversent ce processus rigoureux de prise de décision, évalue, la qualité des données, évalue la confiance dans les données et le processus de prise de décision qui a été, présenté ici. Donc merci vraiment beaucoup Balcha, des commentaires très, très utiles, et pour ajouter encore une fois que différents pays ont différents niveaux. Donc il y a eu une conversation par exemple pour l'Inde. Pour l'Inde, nous avons parlé du Rwanda. Nous avons également entendu d'un point de vue très équilibré de pays comme le Sénégal, où il y a eu des défis au niveau des données qui ont fini par affecter leur approche sélective. Et Santosh, vous avez la main levée, ensuite je vais repasser à Sylvester. Merci Oni. Est-ce qu'on voulait inviter le Rwanda à peut-être intervenir? Parce qu'il y a une question auquel il n'y a pas de réponse dans les questions-réponses sur les étapes 2 et 3 de la séquence. Et ça dépend vraiment des pays. Parce que l'étape 2, vraiment, c'est les campagnes ciblées. Quand on parle, par exemple, de l'âge qu'on va cibler en premier, c'est pour ça qu'on l'a appelé étape 2. Mais peut-être qu'il y a des pays qui veulent déterminer par géographie, au niveau infranational. Ça dépend vraiment du pays. Vous n'êtes pas obligé de suivre étape 2, étape 3 en séquence, dans cet ordre. C'est plutôt la situation que je vous ai présentée. Voilà, à vous. Oui, merci Santosh. Et Docteur Hassan, vous êtes là? Est-ce que vous voulez commenter rapidement sur votre pays? Oui, merci Santos, merci Docteur Oni. C'est très important ce qui a été discuté ici aujourd'hui. Quand on parle de fait d'avoir des enregistrements, des rapports, des comptes rendus. Donc, aujo- aujourd'hui, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est euh, pour vacciner, c'est que le système envoie un SMS aux parents ou aux personnes qui s'occupent de l'enfant. Et dans ce message, il y a un lien. Les parents peuvent maintenant télécharger une carte de vaccination, et de notre site au bureau, on peut ainsi facilement voir les enfants qui n'ont pas été vaccinés. Et ça, c'est très important parce que de nos jours, les programmes de vaccination, justement, euh, sont importants. Donc, on peut facilement voir les données ainsi et évaluer les données pour le futur proche. Donc, on ne fait plus d'enquête parce qu'on a une liste de tous les enfants qui sont nés et qui sont vaccinés. Donc, une fois qu'on a ça et qu'on peut planifier, on a juste à regarder la base de données et à analyser les données et les ressources et les données collectées. Donc, pour nous, c'est très simple. Si l'enfant a manqué un rendez-vous de vaccination, c'est très facile à voir. Et on a leur numéro de téléphone, donc on peut appeler les parents
pour leur dire d'emmener l'enfant pour se faire vacciner. Donc, pour venir donc à l'établissement de santé. Et oui, merci beaucoup Hassan. Et à nouveau, vous appuyez le fait que le programme Oranda était un succès parce que vous avez des données de bonne qualité. Et donc, pardon, je vous ai mis un petit peu en attente, Sylvester, mais si vous voulez partager vos pensées, ensuite on écoutera les derniers commentaires de nos présentateurs. Oui, merci beaucoup au niveau. Merci pour cette conversation très intéressante. Et je voudrais juste dire deux choses rapidement. Quand on parle de campagne intégrée, ciblée, ce qui me vient à l'esprit, quand on parle, par exemple, quand on pense à la Covid, c'est très important de prendre l'équité en compte. En particulier dans certaines campagnes, je pense que c'est très clair. Je suis tout à fait d'accord avec le docteur Malcha qui dit qu'il faut identifier à partir de diverses ressources. On a des campagnes sélectives, on a des campagnes ciblées, mais c'est pas forcément ce qui économise le plus de coûts, mais on doit vraiment s'assurer que les gens qui en ont besoin le plus, c'est une question d'équité, le reçoivent. Et quand on regarde du point de vue des donateurs maintenant, les donateurs, les personnes qui donnent de l'argent, qui financent, ils veulent voir des résultats. Donc quand on fait une campagne ciblée, sélective, et qu'ensuite il y a une épidémie, les donneurs, pour qu'ils fassent confiance, ils doivent voir, hein, ils doivent voir les résultats et ça génère, s'ils voient qu'il n'y a plus d'épidémie, ça génère plus de confiance dans nos programmes, hein, plus d'intérêt dans nos programmes, pendant qu'on continue à avoir ce genre de conversation. Voilà, merci beaucoup. Merci Sylvester. Et c'est un point de vue très intéressant. Oui, merci beaucoup d'avoir mis l'emphase. On va prendre un dernier commentaire de la part de l'Inde, docteur Ratnesh, hein, si vous voulez faire une remarque pour fermer. D'accord. Merci beaucoup, docteur Ognovo. Et merci, ce séminaire était vraiment fantastique. Il nous a beaucoup aidés et euh, je suis sûre que pour mes collègues en Inde qui écoutent, ça va beaucoup les aider également. Et je suis vraiment reconnaissant pour toute votre aide. Je crois pas qu'il y ait d'autres questions pour le moment. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, merci tout le monde. Donc, on va repartager le lien pour les lignes directives intérim. Et nous espérons vraiment que ces lignes directives vont vous aider à prendre des décisions et à avancer vers des campagnes de qualité. Et docteur Balcha, si vous avez un dernier commentaire, une minute, et ensuite on passe à autre chose. Oui, merci beaucoup, Oni. Merci, chers collègues, pour vos questions. Je pense vraiment que ça a, ça a montré un très bon niveau d'intérêt, ça a montré un très bon niveau d'engagement de la part des participants aujourd'hui. Et en ce qui concerne ce dont nous avons discuté, regardez les documents, regardez les lignes directives, regardez les matériaux. Si vous avez des questions, nous serons ravis d'y répondre. Et comme je l'ai dit, donc notre point de ces campagnes, c'est d'atteindre les enfants. Tous les pays n'ont pas suffisamment confiance pour faire des campagnes de vaccination sélectives, hein. Mais les approches finalement customisées, personnalisées, conviennent à tout le monde. Et il faut vraiment voir comment est-ce qu'on peut réorganiser nos approches, réorganiser notre façon d'envoyer des messages, réorganiser nos ressources humaines de façon à vraiment adresser les réalités du monde et atteindre les enfants non vaccinés. Dans tous les pays, vraiment, il y a une place pour personnaliser vos approches. Et bien entendu, la base du contrôle, c'est l'immunisation de routine.
Donc, on s'est concentré aujourd'hui sur les campagnes, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se concentrer sur les immunisations de routine. Et bien sûr, la façon la plus durable d'avoir une bonne immunité au niveau de la population, c'est d'avoir une couverture élevée et d'avoir donné les 2 doses pour la rougeole, pour la rubéole. Donc, je vous remercie beaucoup. Je repasse la parole au nouveau. Merci Balcha, je veux vraiment remercier tous nos présentateurs, toutes les personnes qui ont parlé aujourd'hui. Je suis ravie qu'on fasse tous partie de cette communauté. Je suis sûre que vous avez tous trouvé que ça a été très utile aujourd'hui et j'espère que vous allez continuer à considérer ces lignes directives. Si vous voulez, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter et je veux vraiment tous vous remercier. Et je vais juste inviter Santosh à faire quelques remarques pour fermer. Santosh, oui, merci Oni, merci à tous nos fantastiques présentateurs aujourd'hui et nous avons un public qui s'est vraiment engagé aujourd'hui. Et vraiment, quand on a défini ces lignes directives, on voulait vraiment faire une approche qui parle à divers pays. Et je suis ravie vraiment de travailler avec des pays Hem, où les lignes directrices doivent être appliquées à plus de comptes SPI, travailler avec différents collègues dans différentes régions. N'hésitez pas à nous contacter et je vous remercie une fois de plus. Passez une bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir tout le monde.